Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran. Bienvenue pour ce petit live de programmation, enfin programme ton jeu vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment créer un joueur et gérer le clavier, puisque la dernière fois on avait vu comment créer l'application, une fenêtre. Et pour le moment il n'y a pas grand chose qui se lance quand on lance, on a juste la fenêtre. Déjà on peut même pas la fermer correctement, on est obligé de faire Alt F4. Mais ça va être le rôle d'aujourd'hui, ça va être notre but, ça va être créer un joueur, des murs, quelque chose d'un minimum jouable. Pour la suite. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est commencer à créer un mur. Voilà, une classe mur, wall, je vais appeler wall, et ça va étendre un game object. On avait déjà créé la classe game object, je crois qu'on ne l'avait pas spécialement développé, donc il va falloir aussi qu'on s'occupe de ça. C'est ça, on n'avait pas développé la classe game object. Ok, donc la première chose à faire, ça va être de la développer un petit peu. Alors excusez-moi, j'ai oublié de prendre ma petite anti-sèche à gauche. Hop, voilà. L'idée, c'est que cette classe, il faut déjà un constructeur. Donc pour le constructeur, c'est facile. C'est public suivi du nom de la classe. On ferme, on met des crochets. Donc là, on a un constructeur. Ce qui veut dire que quand on fera un constructeur pour wall, par exemple public wall, comme ça étant la classe GameObject, et bien du coup ça veut dire que je peux renvoyer vers le constructeur supérieur. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'il va faire, c'est que quand il créera un mur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les attributs que j'aurais mis dans GameObject et qu'il va les attribuer à wall. Donc ça c'est super pratique, parce que typiquement, petite évolution du piaf avec. Donc là typiquement, quand on crée un objet, ce qu'on veut, c'est le créer à un endroit précis. Donc on lui met des coordonnées. Ces coordonnées, on va devoir les répertorier quelque part. Donc pour ça, on va créer quelque chose qui s'appelle par exemple position, public, non, protected, voilà, protected, int, x, y, qui sont actuellement des 0, 0. Ce qu'on fait, c'est que du coup, c'est x et y, c'est les attributs de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, c'est des données qu'il a enregistrées. Quand on crée le constructeur et qu'on appelle xy, ce ne sont pas les mêmes xy. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ok, t'as appelé x et y, mais c'est quoi ces x et y là? Du coup, il faut lui préciser que c'est ce x, enfin le x de la classe, donc celui-là, c'est égal au x que tu as appelé lors du constructeur. Alors faites bien attention à ce que je suis en train de faire, parce que ça typiquement quand vous commencez dans la programmation, c'est une erreur que vous ferez assez souvent, c'est que quand vous créez un élément dans une classe, vous oubliez de l'appeler pendant le constructeur, vous oubliez cette petite ligne et du coup vous vous demandez pourquoi ça renvoie vers quelque chose de nul, parce que là typiquement x et y, sans cette précision, ça renvoie vers les valeurs 0. Donc ça c'est bon. On va aussi créer un autre attribut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un initial. Ah, pas dit, enlève ta patte de mon fil. Protected. Init. Init x. Init. Oups. Alors, pas une majuscule, s'il te plaît. Init y. Voilà. L'intérêt, c'est qu'en fait, au moment où on crée l'objet, ce qu'il faudrait, c'est qu'il sache quelles étaient les coordonnées de départ. Ça va pas nous être utile tout de suite, mais ça peut nous être utile dans le futur. On peut avoir besoin de savoir où est-ce qu'était un objet au début. Par exemple, là comme ça, je n'ai pas d'exemple, mais ça peut être important. Maintenant qu'on a notre constructeur, donc déjà on va séparer avec le reste. On va séparer le reste, voilà. Donc ça, on va appeler ça render. Tick, on va l'enlever. GetX, GetY qu'on avait déjà créé, on va les mettre au-dessus. Voilà. GetX, ça retourne X, GetY, ça retourne Y. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Eh bien, ce sont des fonctions, tout simplement, qui en fait vont nous aider à aller chercher X. C'est-à-dire que là, X, quand je crée un objet, de n'importe où, dans n'importe quelle classe, si je veux savoir où se trouve l'objet, je peux pas appeler l'objet GameObject ou wall, n'importe quoi, .x. Ça, il va pas vouloir, parce que je l'ai mis en protected. Donc c'est une statistique auquel j'aurais pas accès. Mais je veux quand même pouvoir y avoir accès d'une façon précise. Ce qui permettra, en fait, cette fonction, ça renvoie vers ce x. L'intérêt de faire une fonction qui renvoie vers le x, c'est que ça implicitement, ça explique au programmeur qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Parce que typiquement, si j'avais pu appeler x en faisant une fonction... Attendez, je vous donne un exemple concrètement. Si par exemple, je faisais new wall, et que je faisais x, et bien là typiquement j'aurais pu le modifier
j'aurais pu faire égal 5. Bon, la ligne, elle n'est pas bonne. Il faudrait peut-être que je mette des parenthèses. Mais, enfin, des parenthèses, voilà, merci. Mais dans l'idée, voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Et le fait de pouvoir ne faire que de l'avoir, get x, ça fait que je n'ai pas le droit de le modifier. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre de choses. Ce qui permettrait de le modifier, ce serait une fonction que je vais créer tout de suite. Public void setX. Et là, je lui donne une valeur. C'est une fonction que quand j'appellerai, ça lui donnera une valeur. Enfin, je l'appelle avec une valeur, enfin un argument. Et à l'intérieur, je précise que ce x, là, ce sera la nouvelle valeur qu'on a ici. Même logique pour y. Ça permet de ranger un petit peu. Vous vous dites, oui, mais c'est un petit peu bizarre de faire comme ça. Oui, mais c'est comme faire une phrase. C'est comme faire une phrase avec sujet, verbe, complément. C'est-à-dire que c'est la bonne pratique, c'est comme ça. Ça permet de ranger. Parce que le jour où, justement, on n'a pas de set ou de get, eh bien, il faut le savoir, en fait. C'est plus propre, tout simplement. Donc là, on a un x et un y. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la taille de l'objet. Parce que l'objet, il aura une certaine taille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer une taille précise. H égale 3 fois 32. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi c'est une taille que j'aime bien, celle-là, parce que c'est une taille bon, convenable quoi. Bonjour, salut Carglass, comment vas-tu? Et donc, pour la taille, c'est exactement la même logique que pour la position, il va falloir la répertorier quelque part. Donc pour ça, on va créer des nouveaux paramètres, protected int. W et H, c'est pour width et height, c'est largeur et hauteur, tout simplement en anglais. Ça, je ne vais pas avoir besoin de les éditer typiquement. C'est exactement comme je disais plus haut. J'ai pas besoin de modifier la taille d'un objet en cours de route. A priori, peut-être que plus tard, je vais me dire ouais, mais c'est pratique si je peux le faire. Donc là, c'est un petit tab, voilà. Mais a priori, j'ai pas besoin de le faire. Donc, on va seulement récupérer la taille des fois qu'on en ait besoin. Et il faut juste pas se tromper de valeur. Ça retourne le W, ça retourne le H. Et là, on est bon. Maintenant qu'on a la taille de l'objet, ce qu'il nous faut, c'est une hitbox, entre guillemets. Un carré qui sera reconnu comme étant le rectangle dans lequel est contenu l'objet. Regarde pas mon skin sur Stream Avatar. Ah, mais c'est J-Will. Si c'est bien comme ça qu'il s'appelle, parce que je crois me souvenir. Non, mais c'est voulu, je les ai réactivés parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choix. Donc on va créer un rectangle dans lequel est contenu l'objet. Un rectangle qui correspond aux dimensions de l'objet. Donc pour ça, on va faire une fonction int, du coup ça retourne un int. L'idée c'est que public void ça retourne rien, c'est une fonction qui fait une action, et public suivi de, enfin quelque chose suivi d'un nom de classe, d'une valeur, n'importe quoi, ça retourne un int. Là en fait ça va retourner un tableau de int, c'est-à-dire que ça va retourner quelque chose qui contient plusieurs ints, qu'on va appeler getRec pour choper le rectangle. Et là, il va nous falloir les coordonnées. Enfin, les 4 coordonnées du truc, c'est-à-dire en quel point il commence, en quel point il finit, aussi bien en X qu'en Y. Donc ces 4 coordonnées. Pour ça, on crée un nouveau tableau qui contiendra 4 valeurs, à savoir x0, y0, xmax, ymax. La première valeur, du coup, on va l'attribuer. C'est... Ah oui, non mais attends, si je fais pas d'abord le rectangle, ce sera pas bon. Non, mais en fait, je suis en train de faire n'importe quoi là. C'est en fait, excusez-moi, j'ai fait un copier-coller malencontreux. Normalement, j'écris pour vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est une fonction qui va me retourner un rectangle qui correspond déjà à un rectangle x, y, w et h. C'est déjà un carré. En fait, l'intérêt de getRect, c'est d'avoir un tableau avec les coordonnées. Et du coup, pour ça, il suffit de faire getBound, de prendre le x et de faire ça 4 fois pour les 4 types de coordonnées. Et ça, en fait, l'idée, c'est que ça retourne un tableau de int, là où là, ça retourne un rectangle directement. Et avoir un tableau de int, ça peut être beaucoup plus pratique quand typiquement, on veut gérer la chose en termes de souris. Donc, hop, voilà, et 8, nickel. Donc là, j'ai mes 4 coordonnées. J'ai plus qu'à retourner le rectangle en question. Et là, j'ai la fonction qui pourra me servir dans le futur. Donc là, on est pas mal. On a les coordonnées, on a une taille, on a une hitbox. Ce qui nous manque, c'est des attributs. C'est-à-dire que typiquement, un objet, c'est un objet qui va se déplacer.
forcément, hein, le jeu il n'est pas statique. Et donc il va nous falloir des nouveaux attributs. Protected int vel x vel y pour vélocité en fait, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il va se déplacer dans une direction et une autre. Et là c'est exactement la même chose qu'ici. Ce sont des attributs qu'on va chercher avec des fonctions et qu'on va pouvoir modifier avec des fonctions. Il y a juste à écrire que ça c'est vel, retourne vel x, get vel y, retourne vel y, set vel x, int vel x. Excusez-moi, c'est un petit peu redondant, mais le code c'est pas mal de copier-coller en fait. C'est-à-dire qu'au début, vous allez devoir forcément créer à partir de pas grand-chose, mais une fois que vous avez une bonne base, généralement vous allez regarder ce que vous avez fait ailleurs et vous allez vous en inspirer. Et bon, au début c'est vrai qu'on a tendance plus à le faire à partir des autres, c'est-à-dire qu'on s'inspire de ce que les autres ont fait. Puis on fait des copier-coller et après on se fait des auto-copier-coller. Voilà. Donc là on a ce qu'on voulait. T'as dit quoi là, Carglass? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça marche pas? Non, j'ai dit chais. Ok. Ah oui, mais c'est normal, c'est une fonction qui est seulement pour les... Bon, peu importe. Donc là, on peut changer la vitesse. J'aimerais quand même avoir un paramètre supplémentaire que je ne vais pas vérifier à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une fonction qui me retournera est-ce que l'objet est inutile. Typiquement, c'est un truc que je pourrais faire en faisant getVel y égale 0. Par exemple, si je veux vérifier que l'objet est inutile, bon, j'appelle l'objet, je fais fonction getVel y égale 0. En if évidemment, hein. Mais ça, c'est un peu redondant, ça me plaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction qui me permet simplement d'aller les vérifier. C'est une fonction qui s'occupe déjà de faire ce travail et j'appellerai simplement la fonction motionless by x. Voilà, donc si l'objet est sans mouvement, et donc cette fonction, elle fait exactement ce que j'ai dit, c'est elle vérifie si l'objet il est immobile selon l'axe x. Return, ah oui c'est un M évidemment. On fait la même chose en Y. Ah oui, 2 égale, voilà. C'est un comparatif, parce que égal, un seul égal, en fait, ça attribuerait une nouvelle valeur, exactement comme ça fait là. C'est un 2 égal qui permet de faire un comparatif. Tu vérifies si ça, c'est égal à ça. Alors que là, ce que tu fais, c'est que là, tu dis que ça, c'est égal maintenant, à partir de maintenant, à ça. C'est la différence entre le simple et le double égal. Le double égal est un comparatif. Dernière chose, on va faire une troisième fonction qui vérifie si l'objet est totalement immobile tout court. Non, ben non, on va faire une fonction qui va mettre que l'objet devient immobile soudainement. Ça peut être pratique, par exemple, si jamais il y a un ennemi qui te fonce dessus et que, je sais pas moi, si jamais tu te prends un coup par un ennemi, il faudrait peut-être qu'il s'arrête sur place avant de pouvoir te... Enfin, une mécanique de stun, comme pour une sécurité de frappe d'invisibilité, d'invincibilité. Mais en gros, voilà, ça peut être pratique de vouloir immobiliser un objet à un moment donné ou à un autre. Il suffira simplement d'appeler cette fonction qui attribuera des nouvelles valeurs à la vélocité en x et en y qui seront 0. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on a notre objet de base. Par contre, là, il y a plusieurs erreurs. Il y a plusieurs choses qui seront pas bonnes. Déjà, typiquement, vel de x et vel de y, il n'y a absolument rien. Là, typiquement, il y a rien dans le jeu. Enfin, j'ai rien programmé qui fait que si je fais que vel de x égale à 5, l'objet va se déplacer. Parce que là, c'est juste une valeur. Elle est en aucun cas reliée à un tic et à un x qui devrait grandir. Donc ça, il faut le faire. Il faut le faire. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que c'est vrai pour tous les objets. Du coup, on peut simplement le mettre dans la fonction de tic qui régit les objets, donc notre handler qu'on a créé plus tôt et qui permet de faire ça. Typiquement, il suffit simplement de rajouter une fonction velocity de tempObject. C'est-à-dire que pour chaque objet, tempObject, pour chaque objet, il va aller s'amuser à activer cette fonction qu'on va créer, hein, puisqu'elle n'est pas encore existante. Private void velocity gameObject tempObject. Voilà, je l'ai bien écrite. Velocity, pourquoi ça marche pas? Ça devrait en principe. Ah oui, j'ai mis un U, d'accord.
C'est-à-dire qu'avec la barre de faute, je vois pas, moi je vois un Y, mais en fait j'avais bien U. Et donc là on est bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Temp object, je l'ai mal écrit? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Ce qui va pas, c'est que... Oui. Ce qui va pas, c'est une erreur toute bête. Je l'avais déjà expliqué la fois d'avant, bah là typiquement j'y ai affaire. C'est-à-dire que quand on met pas de crochet après une boucle, eh bien c'est sous-entendu qu'en fait c'est seule la ligne suivante qui rentre dans la boucle. Et comme la variable tempObject elle est créée seulement pour cette boucle, là si vous voulez la boucle elle est déjà finie. Ce qui veut dire que tempObject n'existe plus et que donc velocity tempObject, il dit mais tempObject ça n'existe pas. Donc ça c'est une erreur, c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude aussi de mettre des crochets quasiment à chaque fois, c'est pour éviter ce genre de bêtises, parce que typiquement je m'en serais pas rendu compte, et si j'avais créé un tempObject nul et que là j'avais attribué, si j'avais fait gameObject tempObject nul et que j'avais attribué une valeur de tempObject plus loin, alors ça c'est pas une mauvaise pratique, mais si j'avais fait ça justement, typiquement il m'aurait pas dit qu'il y avait une erreur, et du coup je me serais pas rendu compte que j'étais hors boucle, et donc j'aurais eu des soucis. Mais donc voilà. Là, j'ai ma fonction, il ne reste plus qu'à lui mettre des attributs, enfin à lui mettre un fonctionnement, je veux dire. Il suffit de lui dire que quand la velocity, enfin, attendez, qu'est-ce que je veux dire? En fait, il faut que la position de l'objet, donc la velocity, la position de l'objet, donc la nouvelle position de l'objet, c'est égal à la position de l'objet actuelle. Get x plus sa vitesse actuelle. Voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque tick, en fait, il va avancer, si j'ai une vélocité de 5, à chaque tick, la nouvelle position de x, ce sera x plus 5. Et ensuite, cette nouvelle position de x pour le prochain tick, elle sera là, et il va rajouter 5, etc., etc. Et donc là, on a un fonctionnement de vitesse. Donc, on ne se trompe pas, on met des y pour la deuxième chose. Ce qui veut dire que get vel de y, je l'ai probablement mal écrit ici. Get set vel de y. Ah ouais, non mais attends. Set get vel de y, c'est avec une majuscule. Voilà. Voilà. Donc là ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Hein. Grosse bêtise. Voilà, faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Parce que là, typiquement, il m'a pas dit qu'il y avait une erreur, mais il y en avait une. Parce que pour le coup, il vérifiait 2 fois sa vitesse au lieu de vérifier la position, donc j'aurais eu un objet qui était complètement invisible parce qu'il n'aurait pas été sur l'écran. Mais voilà. Donc là, on a notre fonctionnement de vitesse. Dès lors qu'un objet aura par exemple 5 de vitesse, eh bien, il va se déplacer d'une vitesse de 5. Voilà. C'est pas mal. La dernière chose à faire, et là c'est assez important, vous pouvez très bien vous dire, oui mais attendez, là il faut créer les fonctions tick et render, parce que tu implémentes les interfaces qui te forcent à créer ces fonctions. Et là, dans GameObject, elles y sont pas. Mais si je les mets, si je mets ces fonctions, le problème, c'est que le mur... 0, 0. Le problème, c'est que le mur, ces fonctions, il les appelle même pas. Et pourtant, chaque objet aura des fonctions différentes. Enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais voilà. Le mur, ce qu'on veut, c'est qu'il ait un comportement précis. Mais c'est vrai aussi pour le joueur, et c'est vrai aussi pour n'importe quoi. Qui auront des rendus différents, et des comportements différents. Donc il faut que j'appelle les fonctions tick et render. Et bien là, on a une astuce, parce que comme on les a appelées au-dessus, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va les enlever, et qu'on va dire que cette classe est abstraite. Abstract. Et là, c'est magique, parce que là, il se passe plein de choses. Là, il se passe qu'en fait, cette classe, elle est abstraite, ce qui veut dire qu'elle n'est pas concrète. Oui, bon, logique. Jusque-là, rien de bien dingue. Ce que ça implique, en fait, c'est qu'il est absolument et formellement interdit de faire un nouvel objet qui vient de cette classe, parce que cette classe est abstraite. Je ne peux pas créer un objet qui s'appelle GameObject. Ce qui est très bien, puisque GameObject, concrètement, c'est pas quelque chose. C'est une classe dans laquelle je vais mettre tous mes objets. Et deuxième chose, ça fait que toutes les méthodes que je suis obligé de mettre, comme render et tick, eh bien, je ne suis plus obligé de le faire. Par contre, ça implique que toutes les classes qui découlent de cette classe, donc qui extend GameObject, sont obligées de le faire. Ce qui est parfait, puisque ça me force pour chacun de mes objets à appeler les fonctions tick et render, et donc chaque objet aura bien un comportement et un rendu différent en fonction de l'objet. Donc là, c'est magique en fait. Je sais pas si je suis clair. Donc maintenant, on va juste mettre les petits trucs qui vont bien. On va appeler un petit tick, on va appeler un petit render. Enfin, c'est juste pour de la déco, hein. Ça sert absolument à rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, quand on crée un mur, ce qu'on veut, c'est qu'il ait des coordonnées précises. Et donc, on retourne le constructeur du dessus.
super, il va aller, enfin super, c'est le mot qui est là, il va aller chercher le constructeur du dessus, il va attribuer le X et le Y pour l'objet en question, qui aura bien un comportement et un rendu. Dernière chose, on va faire un rendu pour l'objet quand même, histoire qu'il n'est pas, parce que là, il est concrètement, il est invisible l'objet. Donc là, pour l'astuce, ça va être en fait, attendez, ça va être en fait de préparer une couleur, set color, parce que si on ne prépare pas de couleur, il va garder la dernière couleur par défaut qui est le noir, puisque c'est la seule couleur que j'ai appelée, et je l'ai appelée ici. Donc là, pour le coup, il faut que j'appelle une couleur, parce que sinon il sera noir sur fond noir, c'est pas très malin. On va appeler la couleur blanche, et on va lui dire de dessiner en fonction de sa hitbox, tout simplement. Évidemment, plus tard, on mettra un rendu, tout ça, hein. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Le truc, c'est que... Non, attends, draw. Le truc, c'est que là, il me dit, attends, mais cette fonction, elle n'existe pas pour G. C'est dommage, ce serait fort pratique. Et bien là, en fait, il y a une astuce toute bête. C'est de passer par, par une nouvelle classe qui s'appelle Graphic 2D, qui, en fait, concrètement, convertit un graphique en Graphic 2D. Graphic 2D. Ce que ça fait, c'est que ça, en fait, ça permet d'avoir accès à plein d'autres fonctions, comme des fonctions de transparence, des fonctions de... Bah, typiquement, de faire ce que ça, je voulais faire. On va simplement appeler Graphic 2D à la place de graphique. Et là, tout fonctionne. Il y a juste à importer. Et là, on est bon. On a un mur qui aura un visuel. On n'a plus qu'à appeler ce mur. Il est où le constructeur? Donc déjà, on va ranger ça. Il est où le conducteur? Voilà. Quand l'application commence, ce qu'on fait, c'est du coup, on fait un mur. Wall. Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. On va faire une dernière méthode. On va l'appeler load level. Créer méthode en privé. Voilà, nickel. On va la mettre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans une petite section à part. Voilà. Et on est bien là. Qu'est-ce qui manque? Il manque que quand elle arrive, cette fonction, ce qu'il faut, c'est qu'elle crée un mur. Voilà. New wall. On va le mettre en 500, 300. On va en créer un autre. Ah oui, il faut évidemment qu'il me charge, qu'il m'importe le truc. Et on va en créer un autre en 900, 600. Voilà. Voilà, typiquement, si je lance le jeu, ça ne marchera pas pour une raison simple. Regardez, je vous montre. Là, il se passe rien. Vous me dites, ouais, mais c'est bizarre, tu as créé un mur, il devrait être là. Oui, mais pour rappel, ce mur, quand je le crée, il faut absolument appeler la fonction qui s'appelle start, qui est pas créée. Ah, j'ai oublié de créer la fonction start. Non, mais dans l'idée, en fait, quand je crée l'objet, il n'est pas ajouté dans ITK Handler parce que il faut l'ajouter dans HandlerObject. Chose que, bah, pour le coup, j'ai pas encore programmé. Il suffit du coup de rajouter nos petites fonctions qui vont bien. Exactement, en fait, c'est exactement la même logique que ITK Render. Il y a des fonctions start qui permettent de le lancer. Typiquement, quand on crée un render, il suffit d'appeler start. Mais là, c'est exactement pareil pour objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux fonctions start et stop. Void start. Une fonction qui l'ajoute à notre handler, du coup. Object get instance. Add object. On rajoute l'objet en question, tout simplement. Dernière chose, on fait un petit stop. Remove object 10. Remove object 10. Je pourrais spontanément le mettre dans le constructeur. Faire que dès qu'on crée un objet, il fait start. Le truc, c'est que j'aimerais bien avoir créé des objets qui sont sous le coude en fait et que j'affiche plus tard. C'est très pratique et du coup, il faut mieux éviter. C'est pour ça que quand on crée un objet, il ne s'affiche pas. C'est justement parce que par sécurité, j'aimerais pouvoir l'ajouter quand je veux. Et là, en l'occurrence, bon, bah, je veux l'ajouter tout de suite. Donc, j'appelle start. J'appelle start aussi ici. Et là, mesdames et messieurs, sous vos yeux, et bah ici, j'ai pas fait de bêtises. On a nos deux petits murs. Voilà, on a deux objets qui ont été créés. Ils sont là, ils dépendent simplement des coordonnées et ils ont un visuel, ils ont chacun une identité. Ils ont des choses différentes comme des vitesses. Typiquement, je peux faire en sorte que par exemple, on va faire par exemple wall égale new wall, voilà.
Typiquement, on va faire ça. Du coup, je lui dis de commencer. Et je lui attribue une valeur wall start, enfin wall set velocity. Si je fais par exemple 5, il aura une vitesse de 5. Et du coup, dès que je démarre le jeu, hop, voilà, on a notre mur qui se déplace et ça fonctionne. Je peux pas faire new wall velocity parce qu'en fait, il aurait fallu que je le rappelle en faisant start et ça aurait été un nouveau mur différent. C'est pour ça que là, je l'ai créé. Mais donc voilà, on a un petit fonctionnement stable et quelque chose qui marche très bien. Voilà comment créer des objets. Donc la prochaine fois, comme je l'ai dit, on va s'attarder à créer un joueur et à pouvoir le déplacer avec des fonctions du clavier. Mais juste avant de faire ça, on va faire une dernière chose. On va passer dans le... On va créer une fonction qui va m'arranger maintenant, parce que plus tard, ça va être un problème. Non, on va pas le faire tout de suite, je le ferai plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se laisser là. Je vous ai montré comment créer un objet, et comme j'ai dit, la prochaine fois, on va créer un joueur et le déplacement pour le clavier. Voilà, merci d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.